Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Et ça roule. Bienvenue à cette 14e des infos TCBH, la dernière émission avant le congé des fêtes. Cette semaine à l'émission, on vous propose 2 boissons pour la bonne cause pour le temps des fêtes. On parle de lutte contre le gaspillage alimentaire et on fait une petite visite à l'école secondaire de Squatec. J'ai piqué votre curiosité? Alors c'est parti pour vos infos TCBH. Deux boissons pour la bonne cause pour le congé des fêtes. Eh bien, la première, on va aller visiter la distillerie Témiscouata à Eau-Claire. Et ensuite, j'ai eu une entrevue avec un des copropriétaires de la microbrasserie Pit Caribou pour qu'il nous parle d'une bière bénéfice. Par la suite à l'émission, on va parler de lutte contre le gaspillage alimentaire avec le défi Zéro Gaspi. Et on va conclure l'émission avec une visite à l'école secondaire de Squatec. C'est pas moi qui ai fait la visite, c'est les élèves. Vous allez voir le montage et la visite interactive, virtuelle qu'ils ont préparée. On commence tout d'abord avec le reportage que j'ai été faire à Eau-Claire, qui est quand même assez loin de Trois-Pistoles, je vous l'avoue, à la distillerie Témiscouata. J'ai pu rencontrer Michael Fortin, le directeur général de la distillerie, et Benoît Cyr, qui est directeur des opérations. Michael Fortin, directeur général à la distillerie Témiscouata. Ce qu'on produit, c'est de l'acérum qui vient de l'érable, c'est une eau de vie d'érable. Donc on part directement de l'érable, soit un concentré ou une sève ou un sirop. On va le faire fermenter, ensuite on va aller distiller ce produit dans le but d'en extraire l'alcool. Donc on a une transformation complète de l'érable. Le but justement est de se donner un eau de vie d'érable, qui est un produit qui est nouveau aussi au Québec. On serait comme deuxième acérum blanc au monde. L'acérum étant l'acérum du Québec, donc un eau de vie d'érable du Québec, fermenté au Québec, embouteillé au Québec, distillé au Québec. Tout est fait au Québec. C'est un produit qui est vraiment entièrement régional. C'est une nouvelle saveur, c'est un nouveau produit. Ça va vraiment gagner à se faire connaître. C'est un produit aussi qui se démarque énormément des autres produits, étant donné qu'il est plus doux. Il est quand même vif, il est délicat. On ne fera pas de cachette, ça reste du fort, donc oui, ça pique, mais c'est quand même doux pour un spiritueux. C'est un projet qui a débuté en 2015. Ça a été parrainé par le Club d'encadrement de la sériculture de l'Est. À ce moment-là, c'était plus de la recherche et développement. Donc, on était une entreprise, ça regroupait une vingtaine de producteurs du Bas-Saint-Laurent. Puis le but était vraiment de développer des produits par rapport au sirop d'érable industriel. Si on recule justement en 2015, il y avait plus de 22 millions de livres de sirop d'érable industriel qui s'accumulaient à la Fédération. Et effectivement, ça s'accumulait. Donc, il y a une certaine quantité qui passait, mais ça allait toujours exponentiel avec les années. Donc, les entrepreneurs du coin voulaient essayer de trouver une solution à cette problématique-là. Et c'est là qu'ils ont cogité à savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Et c'est là que s'est présentée la transformation en alcool. Donc là, c'était de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cet alcool-là. On peut faire plein de types d'alcool. Du bioéthanol, de l'alcool d'assainissement, des spiritueux. Il y a plusieurs fins de l'alcool. Puis après des études d'opportunité puis de la recherche qui a été faite, ça a démontré que, comme on vient de discuter, en fait, l'érable coûte assez cher, ce qui fait que le produit qui va sortir de là va coûter plus cher que qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Et le seul moyen de vraiment pousser de l'avant le sirop d'érable au Québec en transformation alcoolique était par rapport aux spiritueux.
Quand on parle de spiritueux ou de vente, présentement, on fait affaire avec la SAQ, évidemment, parce que c'est notre société d'État, puis c'est eux qui vont vendre nos produits. On parle d'une majoration d'environ 3 fois le coût. Donc, si on dit qu'on a une bouteille, on fait une modification sur la bouteille d'$, c'est 3 $ de plus au consommateur. Donc, nous, notre bouteille de 500 ml, elle passe 1,5 livre de sirop d'érable. Donc, 1,5 livre de sirop d'érable, on va dire que c'est un 3 ou un 3,50 $. Bien, ce 3,50 $-là vient de se transformer en 9 ou en 11 $ au bout de la ligne pour le consommateur. Quand on parle de whisky, quand on parle de rhum, bien évidemment, la matière première coûte beaucoup moins cher, ce qui fait que le produit final va coûter moins cher à la SAQ. La fédération, c'est les vendeurs d'érable. Donc, nous, on fait affaire avec la fédération pour acheter le sirop, pour le transformer. Quand on parle d'érable, on fait toujours affaire avec la fédération. Donc, même si on achèterait à un producteur de notre coin, ce qui va venir aussi à moyen terme, c'est simplement qu'avec la logistique de tout ce qu'on a fait dans les dernières années, là, on n'avait toujours pas le temps de mettre ça sur pied, savoir comment on allait procéder. Mais quand on achète même d'un producteur, il faut payer la fédération et la fédération va payer le producteur qui est rendu à être payé sur la liste, au fond. Donc, on va en venir à acheter le sirop d'un producteur du coin, mais pour l'instant, on fait affaire avec la fédération directement, simplement parce que c'est plus facile aussi, et on choisit exactement le sirop qu'on veut. On est 2 employés. Il y a moi depuis 2017 et Benoît Cyr depuis 2021. Benoît Cyr, directeur des opérations pour Distillerie Témiscouata. On prend le sirop d'érable, on le met dans un de nos réservoirs qu'on a en arrière là. On fait une préparation pour faire un mou avec, donc le faire fermenter. Un coup qui est fermenté, on retransfère le produit, le mou, dans l'alambic. Et là, on va faire sortir tous les alcools pour un premier stripping qu'on appelle. Donc, on sort tous les alcools de là. On reprend ces alcools-là, on les remet dans l'alambic. Et là, on va aller séparer les différentes phases d'alcool pour aller chercher vraiment seulement le cœur et les saveurs qu'on veut obtenir là, avec la sérum là, pour le rappel du bois d'érable, etc. En fermentation, on parle de 5 à 7 jours. Après ça, une journée pour une première distillation générale, puis une deuxième journée pour une distillation complète, là, faire le polish qu'on appelle, donc aller chercher rien que les alcools qui sont bons, enlever les alcools de tête qui sont toxiques, puis arriver avec notre produit final. C'est un mélange de chimie, de science et d'art. C'est ce que j'aime beaucoup de ce travail-là. Il faut comprendre vraiment ce qui se passe chimiquement, il faut comprendre ce qui se passe au niveau des températures, différencier les différents alcools. Donc ça, après ça, on tombe dans l'organoleptique. Donc là, ça devient un petit peu plus artistique. Donc on repère les alcools de cœur, on fait nos coupures pour arriver vraiment au meilleur, le meilleur du meilleur qu'on appelle le cœur. Puis on arrête quand on tombe dans les tails, dans les queues qu'on appelle, pour éviter d'avoir des goûts désagréables, mais juste suffisamment pour aller chercher l'arôme de l'érable qu'on veut avoir dans notre produit final. Donc il faut avoir une bonne compréhension de ce qui se passe chimiquement au niveau des levures, au niveau de la fermentation, au niveau des séparations d'alcool, mais tout se fait d'une façon organoleptique, donc c'est le nez et la langue de celui qui opère qui va donner le résultat final. Ça s'apprend comment? Ça doit s'apprendre de plein de manières. Si on prend Michael qui a appris sur le tas, c'est lui mon formateur, donc c'est lui qui m'enseigne ça. Donc j'ai l'avantage d'avoir quelqu'un, moi, qui me le montre vraiment. Donc c'est par l'expérimentation, il n'y a pas de secret. Il faut l'essayer, il faut le faire. Donc il m'a accompagné les premières distillations, puis après ça, il m'a laissé faire une distillation 2 tout seul. Puis là, ben j'ai développé ma langue pour aller trouver vraiment les bonnes coupures là, pour garder l'alcool qu'on veut garder puis pas avoir de goût désagréable en fin de bouche. Là. Je crois que le produit est tellement bon, il est tellement unique et ça n'a pas le choix de marcher. Puis quand ça va marcher, bien, on va se retrouver vite dans un problème de trouver de la main-d'œuvre. J'ai hâte d'être là. J'ai hâte d'être rendu là à se casser la tête pour avoir de la main-d'œuvre pour essayer de fournir les commandes. Au fond, nous, ce qu'on fait présentement, c'est de la sérum blanc, donc de l'eau de vie d'érable. C'est vraiment la pureté de la sérum. La raison qu'on le pousse blanc, évidemment, c'est un produit qui se fait assez rapidement, mais aussi, c'est que la sérum n'est pas connue dans le monde. Puis même les Québécois ne connaissent pas. Tout le monde connaît la bagasse, une personne ne sait c'est quoi, tout le monde connaît le whisky, mais même là, ça vient du grain, mais c'est pas tout le monde qui sait non plus. Donc, on a un devoir d'enseignement autour de la sérum, puis pour que les gens le reconnaissent, cet acérum-là. Donc, en nous vendant en blanc, donc vraiment pur, ça donne vraiment une idée du goût de l'acérum pour qu'on commence à se familiariser. Parce que le deuxième produit qui va venir au courant de l'année prochaine, c'est l'acérum brun. Donc, on prend de l'acérum blanc, on le met en baril, et c'est là on change le goût à 80 %. Donc, 80 % de la saveur vient du baril.
mais on va être capable de reconnaître l'acérum au travers parce qu'on va l'avoir déjà connu. Donc, c'est de cette façon qu'on va comme enseigner un peu aux gens de qu'est-ce que c'est que l'acérum. Puis lorsqu'on va arriver en baril, ben, on va utiliser des barils de chêne neuf. Donc, c'est pas des barils de Bourbon, c'est pas des barils qui ont eu du vin. On a vraiment un baril de chêne neuf pour donner c'est quoi le goût de l'acérum dans toute sa pureté, carrément. Puis deux mots qui peuvent résumer, c'est que l'acérum blanc, c'est la pureté de l'érable, carrément. On va vraiment rechercher l'arôme de la sève. Donc, c'est pas du sirop d'érable du tout. Ça goûte pas le sirop d'érable, mais on peut retrouver le goût ou la senteur de quand on scie des planches d'érable, carrément. On retrouve vraiment l'espèce de végétal en arrière. Puis le brun, lui, va apporter plus une noblesse. Donc, un spiritueux qui va être plus rond, plus du style whisky, scotch, rhum brun. Ça va goûter plus sucré un petit peu, mais c'est pas parce qu'il y a du sucre dedans, simplement le baril qui a infusé au travers de l'alcool. Donc, ces deux produits-là, ça va être des produits niches du Québec. Quand on dit que 72 % de la production mondiale de sirop d'érable se passe au Québec, c'est l'équivalent de dire qu'on pourrait juste faire du whisky au Québec. Donc, c'est faramineux ce qu'on a autour de nous. Il y a plusieurs distilleries qui vont gagner à en faire aussi dans le temps. Donc, nous, on veut vraiment faire de l'acérum, on veut pousser l'érable à son maximum. C'est vraiment ça qui est notre entreprise. Au niveau de la vente des spiritueux au Québec, il faut toujours fonctionner par la SAQ. Les spiritueux, c'est très, très réglementé. Autant au niveau du gouvernement provincial que du gouvernement fédéral. Donc, au fédéral, il y a les taxes accises. Au gouvernement provincial, il y a les taxes spécifiques. Il y a la SAQ aussi qui est toujours là. Au niveau de la réglementation, quand on veut vendre des spiritueux, le seul acheteur autorisé, c'est soit un particulier ou la SAQ. Donc, nous, quand on vend sur place, on vend aux particuliers. Mais même en vendant sur place, il faut racheter nos bouteilles à la SAQ pour pouvoir les vendre aux particuliers. Donc, on n'a aucune latitude. Puis même en vendant sur place, il faut donner la majoration de la SAQ, que nous revient environ à 30 $ la bouteille à la SAQ, même si on n'a pas touché à la bouteille. Donc, pour se procurer l'acérum blanc de la distillerie Témiscouata, présentement, on est sur place. Là, avec les derniers événements, il y a eu la grève de la SAQ, il y a des retards aussi qui sont venus. On était supposé rentrer dans le réseau à la mi-décembre, donc là, on envisage peut-être janvier. Malheureusement, on n'est toujours pas sur les tablettes de la SAQ, ce qui devrait venir par contre en janvier. Mais d'ici là, je vous dirais, c'est pas une incertitude, mais c'est qu'on ne sait toujours pas quelle date. Je vous avoue aussi que trouver de l'information à ce niveau-là est assez problématique au sein de la SAQ. C'est pas que. On n'est pas un cas isolé, c'est tout simplement comme ça pour tout le monde. Mais c'est ça. Pour nous, de notre côté, présentement, on va seulement sur place à Eau-Claire. On a besoin que les gens viennent supporter les distilleries sur place. Ça démontre qu'il y a un engouement, ça démontre qu'on peut faire quelque chose sur place. Parce que présentement, la façon que c'est fait, c'est qu'il faut payer la SAQ pour pouvoir vendre nos bouteilles. Puis c'est comme pas nécessairement respecter le droit des distilleries d'utiliser leur boisson puis de la vendre non plus. Si on regarde qu'est-ce que nous, il nous revient dans nos poches, on parle de 30 % du prix total des spiritueux. Mais quand on va partout ailleurs au Canada, on parle de jusqu'à 85 % de revenus sur une bouteille. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'il change, c'est quelque chose qui va être porté à changer. Puis le plus gros outil qu'on pourrait utiliser, c'est de démontrer qu'on a un engouement auprès des gens autour de nous, puis même l'engouement touristique. Puis les ventes vont porter de l'avant cette revendication-là aussi qu'on fait par rapport aux distilleries. Venez en acheter sur place. On a des belles bouteilles, on a des beaux équipements, puis on a du beau monde pour vous en vendre. Merci à Michael et à Benoît de m'avoir accordé de leur temps pour réaliser cette entrevue-là. J'ai vraiment aimé découvrir leur entreprise, puis je vous encourage à acheter leurs produits pour le temps des fêtes. Je pense que ça va aider leur entreprise, puis c'est pour une bonne cause. On s'en va maintenant voir l'entrevue que j'ai pu réaliser avec Jean-François Nellis, qui est copropriétaire de la microbrasserie Pit Caribou, pour qu'il nous parle d'une bière bénéfice que la microbrasserie fait au profit de l'ASEQ, l'Association du cancer de l'Est du Québec. Bon visionnement! Aujourd'hui à l'émission, je rencontre Jean-François Nellis, qui est copropriétaire de la microbrasserie Pit Caribou. Bonjour, M. Nellis. Bonjour, ça va bien? Ça va bien vous-même? Oui, ça va très bien. Donc, on se parle aujourd'hui parce que la microbrasserie a un partenariat avec l'Association du cancer de l'Est du Québec. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oui, en fait, c'est notre 3e année qu'on va faire une bière bénéfice pour l'Association de cancer de l'Est du Québec. Plus précisément, c'est pour la maison Omer Brazo, qui est située à Rimouski, qui offre des services pour les familles qui ont besoin de déplacement, de passer quelques jours en hébergement pour des traitements à l'hôpital à Rimouski. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que nous, si on revient en 2019, notre ancien directeur des ventes, Brad Murray, son papa, lui, a utilisé ces services-là.
Malheureusement, il est décédé de son combat contre le cancer. Nous, on considérait que c'était hyper important. Surtout que si on regarde un peu autour de nous, c'est pratiquement 50% de la population qui va reconnaître quelqu'un tôt ou tard qui va être atteint du cancer, qui va y donner sa vie. Donc, en tant qu'entreprise régionale qui s'implique fortement dans sa communauté, on trouvait que c'était comme un devoir pour nous de participation. La bière bénéfice que vous faites porte le nom de Une bouteille à la mer. D'où vous est venu le nom? En fait, on s'est mis un peu dans les souliers de la personne, d'un membre de la famille qui a une personne proche qui est atteinte du cancer. La seule chose qu'elle souhaite, c'est sa guérison. Donc, on lance une bouteille à la mer dans l'espoir d'une vie meilleure, d'une vie en santé, que finalement, la situation, le nœud qu'on a en ce moment, se dénoue et que ça se finisse bien. Donc, nous, si on peut donner un peu de baume sur les blessures qui sont des plaies ouvertes en ce moment pour ces gens-là, ben, on va être très fiers de pouvoir faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé une bouteille à la mer, en guise d'espoir. On parle d'une contribution de combien, disons, par caisse? On donne 5 $ par caisse. Cette année, c'est 780 caisses qui vont être faites, donc un montant de 3 900 $ qu'on va remettre une fois qu'ils vont tout avoir été vendus. Donc, ça devrait se faire d'ici la fin du mois. Au total, depuis le tout début, on va être rendu à 12 400 $ de données. Donc, ça commençait, si je me souviens bien, autour du 26 novembre? Oui, on a fait le lancement le 26 novembre dernier. C'est la 3e bière. La première année, on fait des bières qui sont différentes à chaque année. Donc, ce qui est hyper important, l'étiquette ne change pas, mais ce qui est dans la bouteille change à tous les ans. Donc, c'est une bière surprise un peu. Si vous voulez qu'on en parle un peu de la bière qu'on fait ici cette année, c'est une bière de type double IPA qui est à 8,5 % d'alcool. C'est une bière qui va être beaucoup sur le côté floral et tropical. Donc, les gens qui aiment les côtés papaye, mangue vont être rassasiés au niveau de la saveur. Les gens qui aiment un petit peu d'amertume vont adorer ça parce que c'est une bière de type IPA. Les houblons qu'on a utilisés pour cette bière de type IPA, pour les gens qui s'y connaissent un peu plus, ce sont les houblons Simcoe, Eldorado et Azacca. Les autres bières, les autres années, portaient quel nom? Gardaient toutes le même nom. En fait, la première qu'on avait faite, c'était une bière de type fermière avec des levures qui viennent de la région Hornindal en Norvège. Les houblons qu'on a utilisés, c'était des houblons qui provenaient de la houblonnière Le Boudling à Maria. La deuxième bière qu'on avait faite, c'est une bière de type Irish Red Ale, donc une petite bière rousse à 4 % d'alcool, super accessible et légère en bouche. Cette année, on s'en va dans la grosse bière un peu plus forte en alcool à 8,5 % avec une bonne saveur, une belle rondeur. Donc, on veut faire explorer un peu le milieu des connaissances brassicoles avec cette bière-là, avec les gens qui veulent encourager la cause. C'est bien. Pit Caribou, les lettres de noblesse commencent à être pas mal faites, je pense, dans les dernières années. Pouvez-vous me parler un peu de l'entreprise? Bien, en fait, Pit Caribou, on a été fondé le 23 juin 2007. Ça, c'est la date officielle de fondation de Pit Caribou. Depuis ce temps-là, on est passé de 2 employés qui étaient les 2 fondateurs à pratiquement presque 50 employés durant la saison estivale. À l'année, à temps plein, on a plus de 34 personnes qui travaillent à l'Anse à Beaufils. On produit actuellement, on va atteindre le 1 million de litres pour la première fois en 2021 cette année. Là, le 1 million de litres de taper autour du 28 de décembre. Donc, ça va être notre première fois. On est en bonne croissance. Nous, ce qu'on veut, c'est créer de la bière de manière artisanale, de haute qualité, mais accessible au marché. Et surtout, créer de la richesse en Gaspésie. Vos produits, on peut les retrouver jusque où, disons? 2500 points de vente au Québec, de Fermont à Gatineau. C'est très grand comme territoire. Ouais. Puis on ouvre toujours des points de vente. On dit qu'on a beaucoup de points de vente, mais en fait, au Québec, il y a plus de 8000 points de vente. Actuellement, on est à peine dans le tiers. Donc, on continue à faire notre croissance au Québec, mais on a des poussées un peu vers l'Europe qu'on travaille. J'ai fait un voyage en France en septembre dernier. J'en ai un second en janvier. Donc, on veut continuer à faire croître l'entreprise pour justement développer la fierté gaspésienne autour de notre entreprise. Donc, de la Gaspésie jusqu'au monde entier, on ne s'arrête pas là. Ben oui, il faut être capable, en fait. Moi, ce que je trouve comme fierté, j'ai 2 fiertés. Premièrement, je souhaite pouvoir léguer ça à mes enfants. Deuxième chose, c'est de prouver hors de tout doute. Tu n'es pas obligé d'habiter à New York, à Toronto, à Tokyo, à Montréal pour avoir une business qui est capable de se développer. On est à percer, puis on est capable, puis on n'a rien envie à personne. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la brassiculture? Bien, en fait,
Moi, j'ai un petit côté entrepreneur. Quand j'étais au cégep, j'ai fait mes études au cégep de la Gaspésie-des-Îles au campus de Carleton. J'avais starté une entreprise à l'époque dans le domaine du spectacle pour payer mes études. J'ai eu ça 3 ans. Pendant mon université, j'ai une autre entreprise d'entrepreneur peintre étudiant. Donc, j'avais vraiment une fibre entrepreneuriale. Avec mon retour en Gaspésie il y a 6 ans, je souhaitais développer ma propre entreprise ou prendre la relève d'une entreprise en Gaspésie parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent de la relève et qui ont de la misère. Puis nous, on était vraiment chanceux. Là. On a tombé sur Pitt Caribou de Francis qui était intéressé à vendre. Et ça a fait en sorte qu'on a acheté une entreprise gaspésienne qui reste en Gaspésie pour le demeure. Pouvez-vous me parler de la variété de vos produits? Seigneur! Par où tu veux qu'on commence? Non, en fait, depuis 2007, on a rendu à 315 recettes de produits selon Untap. Nous, dans notre portefeuille, on va dire régulier, classique et IPA, on est rendu à 10 produits réguliers. Ça veut dire qu'on a nos 5 classiques, la blonde, la blanche, la rousse, la noire et la gauze, mais on a 5 IPA qui sont en rotation à l'année. Après ça, on a des bières millésimes, comme la Lollipop, que les gens connaissent énormément en Gaspésie, la Tennessee numéro 13 qui est sortie dernièrement, la Turlupine qui va sortir prochainement, la Pessac qui est sortie hier. Donc, cette année, on a sorti au-dessus de 50 bières différentes. On inclut les millésimes, les classiques et les spécialités. 50-55 sortes cette année. OK. Entre les entreprises de microbrasserie au Québec, est-ce qu'il y a des partenariats, des ententes? Comment ça fonctionne? Ben, tu vois, moi, c'est drôle à dire, mais un naufrageur, des fois, ça arrive qu'on livre sa bière en ville. Donc, on passe par là, on travaille ensemble, on fait des collaborations. Comme là, on a lancé une bière collaborative avec la microbrasserie Le Noctem, qui est située à Québec, qui est une Kettle Sour IPA. Plus tôt cet été, on a fait une collaboration avec le Trèfle Noir, qu'on a fait une bière de type Gradzer. On a fait la Marée Basse, c'est un nom un peu rigolo, avec la Barberie. Donc, il y a toujours des collabos qui se font régulièrement parce que ça permet non seulement le partage des connaissances, mais aussi des bonnes relations. Si on revient à une bouteille à la mer, elle va être disponible dans quel... Partout! Partout? Bien sûr, OK. Ben, pas plus que 780 points de vente parce que c'est le nombre de caisses qu'on a. Mais sinon, pour les gens, il y a 3 entreprises qui nous ont encouragés en faisant des dégustations pour le lancement. Okay. Je tiens à le souligner. Dans le dépanneur du lac à Matane. Après ça, il y a le Paradis de la bière Jessop à Rimouski. Et il y a Shop-sur-Mer à Carleton-sur-Mer qui ont fait des dégustations pour faire la promotion de ces produits. Vos produits, est-ce qu'on les retrouve en épicerie? Est-ce qu'il y a des bannières qui embarquent puis d'autres moins? Ou... Ben en fait, nous, on est chanceux. On est avec Métro depuis 2013, une entente nationale, Métro Super C. Donc, ça donne un bon coup de main. On est dans près de 140 IGA. Je pense qu'il y a environ 7 ou 8 IGA qu'on n'est pas encore présent. C'est une question de temps. On a ouvert les Maxi en mars dernier, donc 115 Maxi. On vient de finaliser une entente avec les Provigo il y a environ 1 mois. Donc, il y a 90 Provigo. On a environ une trentaine qui nous reste à ouvrir. Donc, on est vraiment en bonne croissance à cet effet-là. Le seul frein qu'on a à notre croissance, c'est la bouteille, parce que la bouteille est de moins en moins en demande. Okay. Mais ça va se corriger. 2022, on tourne en canette dans nos classiques et nos IPA. La bouteille pour la bouteille à la mer, c'est des 500 ml, si je ne me trompe pas? Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens pour les convaincre d'aller encourager cette cause-là? En fait, faites le tour de votre entourage, de vos amis, de votre famille, et dites-vous qu'il y a une personne sur 2 que vous avez observée qui va probablement être atteinte ou qui va avoir une personne proche d'elle, qui va faire en sorte que cette personne-là va devenir un aide-soignant, un aidant naturel. Donc, cet argent-là qu'on fait, non seulement on boit pour une bonne cause, mais ça va permettre de vous aider à aider votre prochain par la suite. C'est comme ça qu'on voit ça. Puis nous, à cette cause-là, on va continuer à participer. Non seulement pour la faire connaître, parce que oui, on va chercher des sous de la bière, mais on fait connaître plus la cause et il y a des gens par la suite qui vont donner directement à la cause aussi grâce à la bière. Donc, c'est comme ça qu'on le voit. Jean-François Nelles, copropriétaire de la microbrasserie Pitt Caribou, merci beaucoup pour cette entrevue. C'était très intéressant. Merci à toi. Donc, vous avez le choix pour le temps des fêtes. Soit vous achetez une bouteille à la mer de Pitt Caribou, soit vous achetez l'acérum blanc de la distillerie Témiscouata. On s'en va prendre une pause publicitaire et au retour, on parle du défi zéro gaspille. Tous ensemble, collectivement, on peut se transmettre des émotions.
Alors, la contagion émotionnelle, c'est quand une émotion passe d'une personne à une autre personne. Alors, soyons des agents et des agentes de contagion émotionnelle positive. Alors, pour faire ça, on peut prendre le temps justement de souligner les bons coups, féliciter aussi nos réussites, qu'est-ce qu'on fait de bon, qu'est-ce qu'on a fait de beau, soulever les choses qui ont été positives. On a besoin de se faire contaminer par la joie, par l'espoir, par la création de liens aussi, parce qu'on le mérite dans le fond, on a travaillé fort durant cette année-là, puis c'est important de prendre ce moment-là pour soi. Au Québec, ce sont nos véhicules à essence qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Heureusement, il y a des solutions. Bon, on va faire un bout, hein? À bientôt! Ça regarde vraiment bien. C'est clair. En tout cas, il faut que je fasse un bout, moi. OK, bonne soirée. Toi aussi? On y va? On va faire un bout, nous autres. Salut. Si on fait tous un bout en repensant nos habitudes de transport, on lutte efficacement contre les changements climatiques. C'est quand j'ai rencontré ma belle à la boutique de chocolat. Elle m'a raconté qu'elle était venue ici dans notre pays avec sa famille pour pouvoir vivre en français. C'était une si belle histoire. Magasiner en français, un jeu d'enfant. Au Québec, on travaille fort pour que nos transports fonctionnent avec notre énergie propre. Car non seulement c'est bon pour l'environnement, mais ça fait rouler notre économie en créant de l'emploi pour Robert. Oui, monsieur. Et ça permet aussi de soutenir des entreprises innovantes, comme celle des sœurs Chang. Merci. Et ça aide au développement des régions en faisant travailler Alain. Et Alain Junior. Quoi? Je travaille, moi? Dans une quinzaine d'années, mon homme. Pfiou! L'électrification des transports, c'est bénéfique pour nous tous. Qu'est-ce que ça vous dit quand je vous dis les mots « santé mentale ». Des fois, on a le réflexe d'entendre santé mentale puis de penser tout de suite à problème ou à maladie. Parce que c'est vrai, dans les médias traditionnels, c'est ce qu'on entend le plus souvent. On parle de santé mentale par rapport aux problèmes, par rapport à ce qui va pas bien, justement. Mais on parle pas assez de la bonne santé mentale. La bonne santé mentale, ça passe par notre réseau social, d'avoir des bonnes personnes qui nous entourent autour de nous. Ça passe par notre capacité d'adaptation aussi aux nouvelles situations qu'on rencontre, notre gestion du stress, notre gestion émotionnelle aussi. Donc, en bref, c'est de trouver un équilibre entre les divers aspects de notre vie. On peut se demander qu'est-ce qui va bien chez les humains? C'est quoi les belles choses qui ont ressorti de cette année-là qu'on a vécue ensemble? C'est quoi qui vous fait du bien quand vous avez un moment où est-ce que votre santé mentale est fragilisée? Bien, moi, c'était quand j'étais jeune. Mon mari et moi, nous avions une boutique. J'avais un plaisir fou à voir les enfants apprendre à mon amoureux à parler français. Magasiner en français, un jeu d'enfant. Je connais Francis depuis l'âge de 3 ans. Je sais et je vois qu'il va pas super bien. Il est triste tout le temps. Il parle pas. Et il est toujours tout seul. Si vous le connaissez, intéressez-vous à lui. Demandez-lui comment il va. Soyez attentif à mon Francis.
Le thème sur lequel on met de l'emphase depuis 2 ans maintenant avec le Mouvement Santé mentale Québec, c'est le thème « Ressentir ». Parce que c'est tellement important justement d'écouter notre monde émotionnel, puis aussi de comprendre les messages que nous envoient nos émotions. Parce que si on ne les écoute pas, nos émotions, le message qu'ils veulent nous transmettre, les émotions vont essayer de faire passer leur message autrement, donc par notre corps. Et là, c'est là que vous pouvez vous demander, voyons, comment ça que je suis fatiguée comme ça? Comment ça j'ai des maux de tête ces temps-ci, des maux de ventre, que j'ai des tensions musculaires aussi? Des fois, c'est parce que c'est des situations qui ont été très lourdes émotionnellement qu'on n'a pas pris le temps de régler et d'aller décortiquer. Et il ne faut pas oublier que les émotions, c'est jamais un signe de faiblesse. Il faut vraiment se rappeler ça. En fait, le fait de comprendre, de vivre nos émotions, c'est là où est-ce qu'elle est toute notre force. Parce que c'est dans le processus de ressentir qu'on va pouvoir, après ça, comprendre c'est quoi les besoins, c'est quoi mes désirs aussi qui sont très importants, c'est quoi mes valeurs aussi qui résonnent en moi, pour après ça pouvoir aller passer à l'action pour que l'émotion crie un peu moins dans notre corps. On a demandé à Théo, 8 ans, et Adrien, 6 ans, quels sont leurs plus beaux souvenirs de magasinage avec leurs parents. Nous, c'est quand on va à la balade des douceurs et que Michel et Madame Antoinette nous font visiter la boulangerie et nous font goûter à leur création. Une fois, elle m'a raconté pourquoi elle a décidé de choisir le Québec pour s'y établir. Pour nous, c'est des moments magiques. Magasiner en français, un jeu d'enfant. Remplacer 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici. Là, mon amour, je t'en prie, prends bien soin de toi. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici. Là, mon amour, moi je t'embrasse 1000 fois. Chez Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent, on a différents services. On a un volet promotion-prévention où est-ce qu'on va donner des conférences, des ateliers, des formations sur les thèmes de la santé mentale. On a aussi 2 intervenantes qui s'occupent d'un milieu de vie, donc où est-ce que les gens peuvent venir échanger entre eux. Ces 2 mêmes personnes-là aussi s'occupent du volet croissance et entraide où est-ce qu'on a des groupes de soutien sur différents thèmes comme l'anxiété, la bipolarité par exemple, les personnes qui entendent des voix aussi. Et on a un volet de réinsertion à l'emploi, donc le volet vis-à-vis qui aide les personnes à reprendre le marché de l'emploi avec un cadre qui est sécuritaire et qui permet de développer des habiletés sociales au travail. À la SAQ, on a plein de produits du Québec. Et il n'y a pas qu'une façon de les reconnaître. Il y en a 3. Origine Québec, préparé au Québec et embouteillé au Québec. Apprenez à repérer ces 3 identifiants et mettez du Québec dans vos choix. SAQ, le goût de partager depuis 1921. Quand on achète ici, c'est le Québec qui y gagne. Maintenant, à l'émission, on va parler de lutte contre le gaspillage alimentaire avec le défi Zéro Gaspille. J'ai pu avoir une entrevue avec Florence Léa-Siri, qui est experte contre la lutte au gaspillage alimentaire chez Chic Frigo Sans Fric. Bon visionnement. Aujourd'hui, à l'émission, je reçois Florence Léa-Siri, qui est experte à la lutte au gaspillage alimentaire chez Chic Frigo Sans Fric. Bonjour, Mme Siri. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci, vous. Oui, bien sûr. Vous avez sorti un livre récemment qui s'appelle « Défi Zéro Gaspille ». Pouvez-vous m'en parler un peu?
Oui, certainement. Donc, c'est un petit guide pratique qui va vous aider à revoir vos habitudes dans votre cuisine pour être capable de réduire votre gaspillage alimentaire. Donc, en gros, c'est séparé par zone de conservation. Donc, le comptoir, le frigo, le garde-manger et le congélateur. Et dans ces 4 chapitres-là, il y a 3 sous-chapitres. En fait, il y a comment évaluer sa consommation. Donc, quelles sont nos habitudes de consommation. Ensuite, organiser les différentes zones de conservation parce que parfois, on va avoir tendance à conserver un aliment d'une certaine façon, mais malheureusement, c'est ça qui provoque son gaspillage. Donc, on démystifie tout ça. Donc, on fait un petit ménage, on replace les choses pour être capable de réduire notre gaspillage. Et finalement, il y a la section inventer pour vous présenter des canevas de recettes, donc des recettes trouées, entre guillemets, pour vous permettre de cuisiner en mode vide frigo. Donc, c'est séparé en catégories d'aliments. Au lieu de dire une tasse de sucre, je vais dire une tasse de sucrant. Et là, vous allez pouvoir mettre le sucrant que vous voulez. Une tasse de légumes grillés, par exemple. Et là, on peut aller voir comment est-ce qu'on peut faire des légumes grillés dans différentes parties. Il y a également 12 défis dans le livre, pour être capable un défi par mois, ajouter une petite habitude zéro gaspillage. Et faire la lutte contre le gaspillage alimentaire, ça vous est venu comment? Mais en fait, moi, ça m'a choisi. J'étais cantinière traiteur sur les plateaux de tournage. J'ai fait ça pendant 17 ans. Et au cours de ces 17 années-là, les conditions de travail ont été de plus en plus difficiles. Donc, j'ai décidé de trouver des solutions pour être capable d'être digne et fière de mon travail. Et c'est en utilisant ma créativité et aussi l'éducation à l'environnement que j'avais reçue de ma mère qui était militante en environnement. Donc, j'ai tout mis ça ensemble. Et je me suis jamais dit, je vais faire du zéro gaspillage, surtout que le terme à l'époque n'existait pas. Je disais que je faisais de l'économie familiale. Mais je vous dirais que ça m'a choisi puis que maintenant, je cuisine tout naturellement comme ça. Le gaspillage alimentaire, on le sait, c'est une problématique mondiale. Mais au Québec, à quel niveau est-ce que ça se situe? En fait, au Québec, comme partout dans le monde, on estime que environ le tiers, des fois même jusque le 40% de ce qui est cultivé dans le monde est gaspillé. Donc, c'est quand même énorme au niveau du volume. Mais au Québec et au Canada, 63% des résidus domestiques aurait pu être évité. Donc, c'est énorme. Et les techniques qu'on retrouve dans le livre, en fait, dans chacune des parties, pouvez-vous m'expliquer d'abord la première partie du livre? Au début, on incite les gens à faire un autodiagnostic parce qu'on est tellement désensibilisé au gaspillage alimentaire qu'on se rend même plus compte qu'on gaspille. On a l'impression que jeter de la nourriture, c'est pas du gaspillage alimentaire. Donc, je présente l'autodiagnostic pour que on puisse vraiment évaluer un jour à la fois pendant un mois ce qu'on a tendance à gaspiller, à acheter, jeter régulièrement pour qu'après ça, on puisse créer nos bonnes pratiques. Donc, ça commence comme ça. Puis après, on va vraiment revoir notre organisation. Donc, vraiment tout sortir de notre zone de conservation, nettoyer et remettre avec des petites subtilités, mais qui vont avoir un impact majeur et sur notre organisation de la cuisine, notre façon de cuisiner, mais aussi sur l'environnement. Et vous, de façon concrète, au quotidien, vos pratiques ressemblent à quoi? En fait, j'applique tout ce que j'écris dans le livre, mais je ne prétends pas avoir 100% de zéro gaspillage. Donc, je fais mon mieux et ça m'arrive encore de gaspiller. C'est juste que j'essaie de réduire le gaspillage au maximum. Le gaspillage alimentaire, est-ce que ça se retrouve plus vers un aliment plus qu'un autre? Ça varie en fait. C'est sûr qu'il y a des aliments qu'on gaspille le plus, comme les herbes fraîches, les produits laitiers, et ainsi de suite. Mais tous les aliments sont gaspillés, tous les types d'aliments sont gaspillés également. Je vous dirais que la viande l'est peut-être un petit peu moins parce que, probablement, ça coûte plus cher, puis probablement aussi que c'est à cause de la notion de vie qu'il y a derrière, donc on est peut-être un petit peu plus sensible à ça. Mais tous les types d'aliments, malheureusement, sont gaspillés. Selon vous, le gaspillage alimentaire, est-ce que c'est culturel? Mais je ne sais pas si c'est culturel, mais certainement, comme on habite dans un pays riche, rempli d'abondance, on a plus tendance à gaspiller. Et moi, je crois sincèrement qu'il y a plusieurs personnes qui gaspillent, qui le font par statut social aussi. Parce que lorsqu'on a les moyens, on se permet de gaspiller. C'est comme de dire, moi, j'ai les moyens de ne pas me soucier de ça. Tandis que les gens qui viennent de milieux plus défavorisés ou plus précaires, pour eux, c'est pas une question qu'ils vont utiliser beaucoup plus la créativité. Donc, le gaspillage est une valorisation pour certains, mais ne devrait pas l'être. Au contraire, moi, je pense qu'on devrait se valoriser à être créatif plutôt qu'à gaspiller. Et qu'est-ce que vous auriez à dire à quelqu'un pour le convaincre de prendre des bonnes habitudes de vie là, pour contrer le gaspillage alimentaire?
Mais en ce moment, on fait face à une crise climatique. Puis, selon les scientifiques du projet Drawdown, donc c'est 70 scientifiques du GIEC qui ont fait une analyse de quels sont les gestes individuels et collectifs qu'on pouvait faire pour réduire les changements climatiques. Mais le gaspillage alimentaire tombe en première place. Donc, à la maison, si on apprend à réduire notre gaspillage alimentaire, ça va être des changements d'habitude qui vont vraiment être porteurs et positifs pour la planète et qui vont être le premier pas pour être capable de réduire le gaspillage. Ensuite vient l'éducation à l'environnement et finalement la réduction de la viande. Donc ça, c'est le top 3 des choses qu'on peut faire pour être capable de réduire notre empreinte écologique et les changements climatiques. Donc, je pense que c'est une question qui concerne tout le monde. Je pense que c'est vraiment important de trouver des solutions à notre échelle, mais sans tomber dans le piège de la performance. Donc, on ne se met pas trop de pression, mais on y va vraiment en mettant notre énergie sur les aliments que nous, on gaspille. Parce que moi, je ne suis pas là pour vous dire, vous devez faire ci de telle façon. En fait, je ne connais pas votre réalité. Peut-être que vous mangez des ingrédients que moi, je n'ai pas à mon menu jamais ou que vos pratiques sont différentes parce que mon mode de vie est différent de le vôtre. Donc, c'est dur de vraiment établir une seule façon de faire. Je pense que pour rassembler les gens, c'est important de miser sur la créativité parce que la créativité est une réponse aux besoins de chacun. On peut retrouver votre livre à quel endroit? Dans toutes les bonnes librairies et les bibliothèques, donc Défi Zéro Gaspille. Mais vous pouvez également vous inscrire au Défi Zéro Gaspille que j'ai lancé avec mon collègue Guillaume Quentin de la Transformerie, qui est un supplément également, donc pour participer à certains défis, mais à tous les mois. Et j'ai également lancé une formation en ligne qui, elle, se retrouve sur ma plateforme de formation en ligne, florenceleasiri.didacte.com. Donc, ils peuvent m'écrire sur Facebook et Instagram. J'aime bien répondre aux questions de comment cuisiner un aliment, des questions par rapport au gaspillage alimentaire. Et d'ailleurs, je les invite à s'inscrire au défi zérogaspille.com parce que il va y avoir des défis à tous les mois, mais on lance les grandes festivités par le défi vide frigo qui sera à la fois sur mes pages Facebook et Instagram que celle de la Transformerie. Mais on invite aussi les gens à participer puis à faire la promotion du vide frigo durant le mois de janvier. Donc, tous les 31 jours du mois de janvier seront sous la thématique du vide frigo. Et en cuisinant ici, bien, vous allez pouvoir vous stimuler à être capable de liquider de façon efficace et créative tous les ingrédients que vous avez sous la main. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'irez plus à l'épicerie, mais simplement, vous allez moins aller et pour acheter l'essentiel. Florence Léa-Siri, vous êtes experte de la lutte au gaspillage alimentaire chez Chic Frigo sans fric. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Ça a été un plaisir. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus sur les techniques à mettre en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire, je vous propose d'acheter le livre de Florence Léa-Siri. Maintenant, on s'en va visiter l'école secondaire Vallée des Lacs de Squatec. Les élèves ont pu préparer une visite virtuelle interactive et je me suis baladé justement sur cette visite-là sur Internet. Donc, je vous propose maintenant le montage que j'ai réalisé pour cette visite virtuelle. Bon visionnement! Bienvenue dans cette visite interactive de l'école secondaire Vallée des Lacs. Tout au long, vous aurez des audios ou de courtes vidéos. N'hésitez pas à agrandir chacune des vidéos. Pour débuter, cliquez sur « C'est ici ». Chers parents, chers élèves, bonjour et bienvenue à cette visite virtuelle de l'école secondaire de la Vallée des Lacs. Je me présente, Geneviève Picard, directrice. Et moi, Emmanuel Bérubé, directeur adjoint. C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous vous invitons à cette visite virtuelle de notre école. Nous espérons que cette visite vous permettra d'avoir en tête le portrait réel de ce qu'est un milieu sain, sécurisant et encadrant dans lequel nos élèves évoluent afin de s'instruire, de socialiser et de se qualifier. Nous espérons aussi que les valeurs de notre projet éducatif que sont la bienveillance, la persévérance et le plaisir transcendent autant dans cette visite que dans notre quotidien à l'école. Sur ce, bonne visite!
En cliquant sur les petites flèches bleues, vous serez redirigé vers chacune des activités de notre école. Vous pourrez en tout temps recliquer sur la petite maison présente dans chacune des diapositives pour revenir à ce menu. Le Café des Arts, c'est un endroit intéressant parce qu'on peut venir regarder les expositions qui ont été faites dans le cadre du cours d'art. On peut également acheter de la nourriture santé à faible coût et venir relaxer, faire des devoirs après une période. Chaque matin, depuis plusieurs années, les élèves de l'école secondaire peuvent déjeuner à l'école pour bien démarrer la journée. Une opportunité très appréciée. C'est un groupe de jeunes de tous les niveaux sous la supervision de Kéliane Bernier-Sirois et d'Alice Bouchard qui sont présents à tous les matins pour s'assurer du bon fonctionnement. Elles préparent les commandes et s'assurent de ne manquer de rien. Bon, ben le club des déjeuners, ce que ça apporte à l'école, ça fait que on offre un service de déjeuner à tous les élèves de l'école secondaire, ce qui fait que ben ça commence bien la journée, tout le monde est plus concentré, tout le monde a le ventre plein malgré que ce soit encore sous forme de collation. Ça fait aussi des contacts humains avec les secondaires 1, fait que ça fait qu'ils s'intègrent plus. Puis c'est ça, c'est un bel organisme pour tous les jeunes secondaires. Les élèves du volet culturel ont la chance de pouvoir explorer plusieurs médiums, que ce soit sur scène, en pratiquant leur technique de chant ou en explorant le monde de la radio. Grâce à l'implication de leurs enseignants responsables, les élèves travaillent en partenariat avec Radio Jeunesse. Ils ont eu des formations, de l'équipement et ils apprennent en ce moment les rudiments d'une bonne émission de radio. Ce n'est pas seulement de suivre une recette et de la déguster. Il faut être en mesure de respecter les consignes, les délais et de faire le travail en équipe. Se répartir les tâches pour optimiser son temps est souvent la partie la plus complexe. Les élèves sont bien encadrés, goûtent à de nouveaux produits et ont la chance de faire des sorties. La semaine dernière, c'est au CFP de Rivière-du-Loup qu'ils ont pu pratiquer avec un chef de leur établissement. Filles actives, c'est des sorties à l'extérieur, des conférences inspirantes, des ambassadrices qui font découvrir de nouveaux sports individuels et des activités pilotées par le mouvement Filles actives. C'est aussi des sorties mensuelles dans 3 foyers de personnes âgées de Squatec pour divertir, faire bouger et tenir compagnie aux résidents. Cette année, nous avons eu la chance d'accueillir Anina Plummer d'Edmonton en Alberta. Elle agit à titre de monitrice de langue dans notre école secondaire et au 3e cycle du primaire de Squatec. Elle est présente à tous les cours d'anglais pour apporter son soutien ou pour créer des sous-groupes de travail avec les élèves. Elle monte des activités ludiques pour aider les jeunes à discuter en anglais. Elle est également présente sur l'heure du midi pour discuter et jouer à des jeux avec les élèves. Elle est une valeur ajoutée et elle est très appréciée de tous. Nous, dans le fond, le Parlement étudiant, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des activités, comme les activités de Noël, d'Halloween, Saint-Valentin, pour que les élèves y aient une ambiance de travail simple, qui puissent s'amuser en même temps d'aller à l'école. Avec Valérie Gauthier comme personne responsable, on ne peut pas s'ennuyer. Jeux de rôle sur scène, petite partie amicale,
ateliers d'hiver sur l'heure du midi et les soirs. Ce sont une dizaine d'élèves qui pratiquent cette activité parascolaire. Notre prochain défi, des parties devant petit public. Valérie Plourde, technicienne en travaux pratiques, accompagne les élèves et les enseignants en laboratoire et en atelier. Dissection, laboratoire, robotique, idées folles, elle dit toujours oui à nos plans les plus inusités. On a décidé de créer la cave du bois car on trouvait ça dommage que la cafétéria ne soit pas utilisée à sa juste valeur. Donc on a décidé de l'offrir à faible coût des repas pour tous les étudiants et les professionnels. Depuis plusieurs années, pour encourager l'assiduité scolaire, des activités récompenses sont organisées par niveau pour souligner la présence des élèves à l'école. En fin d'année, c'est souvent une activité de plus grande envergure qui est organisée. Cette année, l'engagement de l'élève face à ses apprentissages est ajouté aux critères de récompense. L'équipe école s'est donné comme mandat de rendre les heures du midi plus actives et complètes pour les élèves. Robotique, salle de sport, gymnase, activités filles actives, improvisation, billard, baby-foot et activités de discussion en anglais sont des activités réparties dans le cycle pour aller chercher les intérêts de tous. Tout est affiché sur le webillard pour être certain que tous y aient accès. Apprendre différemment est la clé pour plusieurs. Changement de locaux, classes flexibles, création d'activités ludiques et significatives, travail par station, il y en a pour tous les goûts. Et ce ne sont que des exemples auxquels nous pensons à photographier. Il y en a bien plus.
C'est maintenant la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié le contenu qu'on vous a préparé cette année. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Profitez-en. Essayez de voir les gens qui sont chers à vos yeux. Et surtout, je le redis encore cette année pour le temps des fêtes, le COVID, la pandémie, mettez ça de côté comme la religion puis la politique. Parlez-en pas à table, ça fait des chicanes pour rien. Puis de toute façon, ce qui est important dans le temps des fêtes, c'est de voir notre monde puis de passer du bon temps en famille. Cette année, la TCBH vous fait un cadeau pour Noël. On a ajouté sur notre chaîne YouTube toutes les saisons d'Histoire de quilles, de la première émission en 2016, en septembre 2016, jusqu'à nos jours, et bien entendu, tout le reste de l'année, lorsqu'il va y avoir des parties de quilles, on va les diffuser au fur et à mesure sur notre chaîne YouTube. Donc, ceux qui vont vouloir se revoir des vieilles parties d'il y a quelques années, vous allez pouvoir regarder ça. Les maniaques de quilles, je sais que vous écoutez l'émission. Donc, allez sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous, c'est super important parce que vous allez pouvoir continuer à voir le contenu. Puis à chaque semaine, vous allez avoir une notification pour vous dire « Oh, il y a une nouvelle émission d'Histoire de quilles qui vient de sortir sur la chaîne YouTube de la télé. » Donc, vous allez pouvoir aller regarder mon émission de la semaine. Donc, c'est un cadeau qu'on vous fait. Ça a été un bon travail pour mettre ça en ligne, mais on est content, c'est fait. Donc, sur ce, je vous souhaite encore une fois un joyeux temps des fêtes. Et nous, on se revoit à compter de la semaine du 10 janvier. C'était Marc-André Pépin pour les infos TCBH. Salut tout le monde! Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Max? Jen! Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Tiens-toi bien, COVID-19. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Est-ce que mon enfant recevra le même vaccin que celui pour adultes? Le vaccin utilisé pour les enfants de moins de 12 ans a une formule différente de celui pour les adultes. Il contient une plus petite quantité d'ARN messager, car le système immunitaire des enfants répond mieux que celui des adultes. Et bien que la dose soit plus petite, le vaccin est tout aussi efficace. Le vaccin, un moyen de nous protéger. Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca/passeport vaccinal pour télécharger votre passeport. Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca/passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode. On a tous de bonnes questions sur la vaccination. Est-ce que la vaccination est efficace? C'est l'une des interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé et elle est offerte dès l'enfance. Grâce à la vaccination, moins de personnes souffrent de maladies évitables et les conséquences de ces maladies sont plus rares dans la population. On peut penser à la poliomyélite, le tétanos ou la rubéole, tout comme l'hépatite B qui a pratiquement disparu chez les plus jeunes car ils ont été vaccinés en bas âge. Le vaccin, un moyen de nous protéger.